L'exposition L'architecture du quotidien réunit une cinquantaine de projets réalisés ces 10 dernières années sur l'ensemble des 10 départements de la région Centre-Val de Loire. C'est, pour la première fois, un panorama régional en forme de bilan provisoire de ce qui constitue notre environnement le plus qualitatif, vécu par des milliers d'usagers pour satisfaire les besoins de tous les jours. Pour rendre compte de cette réalité éparpillée territorialement, disséminée entre de multiples commanditaires, nous nous sommes essayés à en dresser une cartographie critique significative sous la forme d'un diagramme de 12 mots-clés permettant d'en esquisser les grandes polarités, les lignes de force récurrentes, le jeu avec les archétypes, l'intérêt marqué pour la réhabilitation du bâti existant, la recherche de nouveaux processus de construction avec le matériau bois, la création de nouvelles formes urbaines. Par-delà cette vision d'ensemble sur l'architecture construite au quotidien sur notre territoire, l'exposition permet aussi d'aborder de façon très directe la question « Qu'est-ce que la qualité architecturale ?» Manuel et Francisco ARS Mateus insistent sur l'importance de la manufactura, une attention particulière aux manières de fabriquer qui caractérise le travail de l'artiste ou de l'artisan. Tout le vocabulaire formel de leur architecture sculpturale renvoie au geste de la masse creusée, excavée. Cette conception de l'architecture s'oppose radicalement au paramétrisme. La logique architecturale du bâtiment, inscrite sous l'emprise de l'ancienne école régionale des beaux-arts de Tours, construite en 1958, se condense en une véritable dialectique des antinomies. Entre l'ancien et le nouvel édifice, c'est un ensemble de valeurs architecturales qui s'harmonisent en s'opposant. Ainsi, au bardage de la nef néoclassique de l'ancienne entrée monumentale de l'école, sous forme de rectangles modulaires verticaux typiques des processus de préfabrication de la reconstruction, répond, dans le nouveau bâtiment, un appareillage en bandeaux horizontaux de dimensions variables qui laisse davantage apparaître le travail de la main. D'un côté, un bâtiment solidement ancré au sol qui s'élance vers le ciel, extraverti par des hautes baies vitrées qui le tournent vers l'extérieur, dominé par une corniche qui déborde, allusion à un ordre colossal classique. De l'autre, un bloc minéral totalement introverti, tout à la fois lourd et en lévitation au-dessus d'un vide vitré, sans ancrage dans aucun système référentiel et comme atemporel. Par ailleurs, tout le vocabulaire formel du nouvel édifice renvoie au geste de la masse creusée, aux espaces négatifs et positifs, au noir et blanc, donc aux éléments clés de cette architecture sculpturale. L'architecture paramétrique désigne depuis le début des années 1990, chez des architectes comme Peter Eisenman, Zaha Hadid ou Jacob et McFarlane, un processus de conception architecturale entièrement généré par des algorithmes informatiques qui créent des structures complexes, pliées ou incurvées, des formes molles et cellulaires. C'est de ces pliages et déformations informatiques du sol qu'émergent les 3 volumes des turbulences du FRAC-Centre. Avec le concours du restaurant Georges au Centre Pompidou, on a commencé à avoir nos premiers ordinateurs. Et là, on a commencé donc finalement à faire ce travail de maquettage en volume directement avec des outils numériques. Donc on a fait un travail de modelage de tout le contexte environnant et on s'insère dans un site où il y avait 4 bâtiments. Il y en a un qu'on a enlevé parce qu'on pensait que c'était essentiel d'ouvrir un bâtiment dédié à l'architecture qui ne s'adresse pas comme ça si facilement à tous les publics. Donc on a ouvert, ça c'est un moment je pense important dans l'idée du projet. Et ensuite on devait travailler avec 3 bâtiments de construction différentes, d'époques différentes, qui donc avaient chaque fois leur histoire constructive, certains à ossature bois, métallique et en béton. Donc, et on a fait ce travail de comment finalement on vient ajouter un nouveau 4e élément, mais qui puisse s'intégrer, discuter avec les 3 autres. Donc on a fait ce travail d'enregistrement de ces rythmes structurels des 3 autres et comment, en les étendant à travers cette surface topographique qui existait, ce nivellement elle existait, on arrivait à les réunir et que leur rencontre finalement se matérialisait dans la réalisation des turbulences. Tous ces paramètres nous accompagnent dans le processus vers lequel on veut aller. Mais on est toujours maître de ce qu'on fait, ce n'est pas la machine qui propose, c'est toujours nous qui restons décisionnaires finalement de là où on veut aller. Et c'est vraiment plutôt une aide, mais ce n'est pas un outil qui décide. Toute la structure du FRAC a été entièrement montée dans un atelier
de charpente métallique en Haute-Saône et a été transporté, a été donc prémonté. Et comment après, finalement, on le monte d'une manière très légère sur place. Comment après, on a un géomètre 3D qui a vérifié que l'implantation correspondait à l'implantation théorique. On était très précis, à 2 cm près, on était précis. Ces logiciels nous permettent d'intégrer beaucoup de paramètres et comment on arrive à proposer une architecture qui réponde au mieux aux demandes qui sont très diversifiées. Pour le FRAC, c'était cette idée, vraiment, je pense qu'il y avait cette idée de verticalité, d'expression, comment réunir ces 3 trames différentes, comment travailler avec ce dénivelé de cette cour, où on a le boulevard Rocheplate, la cour qui descend doucement jusqu'au hall des turbulences, enfin avant, où il y avait un grand four, et comment on peut accompagner ce mouvement, finalement avec un mouvement inverse, qui vient chercher la lumière, le volume, et qui vient trouver une expressivité aussi par rapport au boulevard Rocheplate, où il y a tout un flux de voitures et de piétons. Electronic Shadows a continué à travailler sur cette idée de flux, et d'une certaine manière, nous, on l'a exprimé dans une architecture physique, réelle, et eux arrivent à le propager dans un flux immatériel. Le néologisme anarchitecture renvoie à une démarche de construction paradoxale dont l'objectif n'est pas l'affirmation d'un monument visible de tous comme un signal urbain, mais au contraire la conception d'un antimonument dont l'idéal serait la disparition dans le contexte même où il est inscrit. L'anarchitecture s'oppose de ce point de vue diamétralement à ces 2 grands gestes architecturaux contemporains que sont la manufactura et le paramétrisme. Mais elle constitue une 3e grande démarche d'aujourd'hui des possibles architecturaux. Quand on a fait le concours, on s'est d'abord attaché au contexte, effectivement. Le contexte, mais c'était surtout le bâtiment existant. Et ce qu'on a essayé de faire, vu que c'était une MJC, c'était de reprendre des éléments marquants du projet qui était sur le site, dont la proue, cette proue qu'il y avait de la salle de projection, la salle qui est un élément architectural, qui était le seul élément architectural marquant, on va dire, de l'équipement. Donc ça, moi, j'attache toujours une grande importance à essayer de dégager d'un site les éléments les plus marquants. Et on a reconstruit avec la même image, une partie de l'image du bâtiment qui existait auparavant. Et pour moi, c'était important que le bâtiment se pose sur cette espèce de butte, sur cette colline, c'était un point haut, un peu comme un grand oiseau. L'image de référence que j'ai utilisée, c'était les avions furtifs, les avions qui sont faits pour disparaître des radars et qui ont donc des épanelages et des voilures qui sont très spécifiques, avec une monomatière et qui vient se poser comme ceci, comme une sorte d'élément horizontal. Logiquement, après, donc, on a travaillé le projet dans le sens d'un élément avec une seule matière, une monomatière, et une distinction entre le registre bas et ce qu'il y avait au-dessus d'une ligne d'horizon qui se situe à peu près à 3 mètres, et qui est la toiture. Donc l'idée, c'était d'avoir une sorte d'enveloppe comme ceci qui vient phagocyter les volumes des 2 salles. Il y a une volonté de faire disparaître les volumes dans le ciel. Cette matière-là est le plus souvent utilisée comme une membrane horizontale, donc qui n'est pas visible. Et là, la difficulté, ça a été d'avoir une continuité entre la partie horizontale et verticale. Et cette enveloppe-là, j'ai voulu lui donner aussi un aspect textile par les capitaux, qui sont là pour à la fois donner un côté, faire le lien avec des éléments qu'on connaît sur du mobilier, par exemple, donc donner plus l'apparence d'un tissu, et également résoudre des problèmes de plis qui étaient un peu compliqués, vu qu'on n'arrivait pas à avoir des surfaces tendues. La cabane ou la hutte primitive, mais aussi les innombrables traditions rurales et vernaculaires, ont fait surgir de multiples formes archétypales. L'archétype, c'est en quelque sorte une architecture toujours déjà présente.
une architecture héritée, sans architecte. La réinterprétation architecturale des formes archétypales constitue une tendance majeure de l'architecture régionale. Et il est assez particulier ce site puisque c'est à la borne, c'est l'ancienne école, c'est une partie de l'ancienne école, c'est l'école des filles, dans laquelle les céramistes exposaient déjà leurs œuvres et donc ils souhaitaient une extension pour créer des espaces d'exposition un peu plus conséquents. Notre bâtiment prend naissance depuis la rue, avec une salle de conférence et se prolonge, il frôle l'ancien bâtiment de l'école des filles et se prolonge tout en longueur vers le fond de la parcelle pour après ouvrir sur le paysage et sur la forêt qui en fond. Et on a prolongé, on a couvert ce bâtiment avec une grande toiture tout en longueur qui est très uniforme et qui se prolonge en auvent pour venir couvrir jusqu'au ce four de cuisson céramique qui est installé tout au fond du jardin. Et on a créé un plateau de référence, donc on a rehaussé le sol extérieur puisque ce bâtiment était accessible avec plusieurs marches depuis l'extérieur. On a rehaussé pour créer une grande terrasse qui est en avant du bâtiment et cette terrasse se prolonge pour constituer le niveau d'entrée du nouveau bâtiment. Donc ce plateau de référence, comme vous l'avez appelé, nous permet donc de lier les deux équipements avec une espèce d'évidence. Oui, cette histoire du four japonais, c'est une histoire très particulière sur ce projet. Alors sur ce projet, comme on le fait sur certains autres projets, on a mis en place une démarche participative, c'est-à-dire que l'association des céramistes a constitué un petit comité qui suivait le projet et très régulièrement, aux différentes étapes d'avancement, on se rassemblait et on discutait du projet. Et lorsque je leur ai présenté ce concept, ce projet auquel on avait abouti, ils m'ont dit, mais vous nous avez fait un four japonais. Alors j'étais très étonné, oui, je ne savais pas ce que c'était qu'un four japonais. Et donc ils sont allés chercher des illustrations de ça, et en fait les fours japonais, ce sont des fours de cuisson céramique qui sont tout en longueur, ils sont construits sur une pente légère, et donc on avait une configuration qui était très similaire finalement à celle que je leur proposais pour le bâtiment. Et on a eu cet échange et cette surprise de découvrir que finalement ce concept qui au départ était issu d'une configuration du site et d'une programmation et d'une insertion dans ce paysage avait aussi cette similitude avec les fours japonais. Déjà, on est dans un secteur qui est sauvegardé, effectivement, avec beaucoup de contraintes. Et donc, on a voulu travailler sur donc le thème de la grange, en fait, hein, et essayer de voir comment, dans cette volumétrie-là très contrainte, on pouvait travailler et faire évoluer une architecture plus contemporaine et plus adaptée surtout à l'usage. Parce qu'en fait, c'est un atelier d'artiste. Il fallait essayer de trouver des astuces finalement pour essayer à la fois de respecter un gabarit existant qui était en présence. Donc on voit qu'à Seuilly, en fait, c'est une expression de pignons qui viennent perpendiculairement à la rue. Et donc du coup, toutes les granges étaient perpendiculaires au coteau. Et qu'entre ces granges, venaient se glisser des cours ou des jardins. Donc on a voulu vraiment reprendre cet alignement urbain et essayer de jouer avec les règles, en disant, ben voilà, on prend le volume de la grange, mais on le transforme pour qu'il devienne une sorte de lanterne un peu lumineuse. Ce volume-là, il peut choquer, parce que quand on est de près, effectivement, il est résolument contemporain. Mais ce qui nous amusait aussi, c'est que de loin, quand on le découvre, en fait, il s'inscrit complètement dans la volumétrie du village existant. On a utilisé aussi le bois comme une sorte de pliage un peu japonisant, donc un bardage bois ajouré qui est comme un pli, en fait, qui se retourne sur la toiture. Donc voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui viennent
petit à petit redonner une dimension très contemporaine, une écriture très contemporaine à ce bâtiment. Quand on est arrivé sur le site au mois de janvier ou février, il y avait du brouillard, on était dans un espace un peu vaporeux, le jardin était magique, il y avait de la neige, et on se serait cru au Japon. D'où l'idée en fait de travailler ce petit volume-là en fait comme une sorte de petit pavillon un peu japonais. Et le brouillard, on le retrouve aussi dans ce matériau. On voulait trouver quelque chose qui ne permet pas d'être vu, donc d'être complètement vu, donc qui masque quand même l'activité du bâtiment, mais qu'on sent que derrière cette peau un peu translucide, un peu laiteuse, on sent qu'il y a des choses qui se passent. Donc on a ce jeu de à la fois d'avoir les deux pignons translucides qui masquent l'activité, donc on la distingue sans la voir, et on a aussi ces cadres en fait qui interagissent comme des tableaux d'un maître, sauf que le maître là c'est la nature, et le dessin, le découpage de la fenêtre est là juste pour mettre en valeur comme un bijou finalement la nature qui environne le site. Plutôt que de dire bah voilà on applique une règle bête et méchante, on essaye de voir où on peut pousser chacun des curseurs pour essayer justement d'apporter une écriture complètement différente. Plutôt que ça soit la redite d'une grange, etc., on a voulu vraiment détourner les choses et essayer de réécrire et de nous réapproprier. C'est notre façon de nous réapproprier le PLU, le plan local d'urbanisme, qui est très contraint. Toute la problématique de ce projet-là, c'était comment aborder ce site qui était déjà très plat, avec très peu de relief, peu d'accroche, parce qu'en fait il était déjà totalement dispersé face à un lotissement qui était assez peu structuré. On avait juste une route et un espace très très plat. Et toute la problématique du projet, c'était comment recréer un paysage à travers cette implantation de bâtiments qui a quand même un volume assez important. Donc du coup, après, il y a eu tout un travail sur un monolithe qui vient se prendre dans un paysage très plat, qu'on a assumé comme tel, en retravaillant aussi sur la matérialité, sur une matérialité relativement banale de tôle ondulée qu'on a travaillé avec différents types d'ondulations, des couches et des strates successives qui se superposent et qui ont à chaque fois un sens par rapport aux fonctions à l'intérieur du bâtiment et en même temps par rapport à la relation intérieure-extérieure et aussi par rapport au soleil. Donc il y a une sorte de jeu effectivement de multicubes qui s'imbriquent les uns dans les autres par rapport à ça, qui sont faites en fonction des fonctions à l'intérieur et en même temps pour exprimer ces enroulements et ces strates successives. Le choix de la colorimétrie, c'est à la fois des teintes effectivement relativement banales et en même temps qui captent un petit peu l'environnement paysager qui est autour. Donc on est dans des nuances de brun successifs qui vont du plus clair, du blanc au noir. On a travaillé sur cette matérialité et effectivement cet archétype du hangar pour essayer de le réinterpréter, si ce n'est peut-être effectivement l'aspect monolithique que peuvent avoir certains bâtiments industriels classiques qui ont été maintes fois photographiés, effectivement, qui sont sublimés ne serait-ce que par leur brutalité et leur taille massive et leur rapport d'échelle qu'on trouve intéressant. Notamment sur la façade côté nord sur la rue a été travaillée c'est un axe assez important entre la commune de Chitenay et la commune de Célette, et avec pas mal de passages de véhicules, et donc du coup c'est plutôt une façade un peu plus urbaine, même si on n'est pas du tout dans un contexte urbain. On l'a travaillé avec une sorte de succession à la fois de matériaux avec le polycarbonate et les différentes strates de tôle ondulée pour créer un effet cinétique qui rend actif le bâtiment, du moins pour qu'il ait une véritable perception active dans le déplacement. Je dirais qu'il y a initialement, il y a toujours le contexte. Et encore une fois, on se trouve souvent dans des sites peu
peu construits, peu urbains, qui sont difficiles à traiter. Là, on a une espèce de place de parking où il doit y avoir 50 ou 60 places de parking qui est vraiment très très dur. Mais à côté de notre projet, on avait un centre culturel qui était assez fort, qui était qui avait une architecture de toiture. Châteauneuf, c'est une réponse qui est Le toit, c'est aussi pour... on a l'école de musique qui est à côté, qui a repris ces formes-là, qui sont les formes de toutes les maisons qu'il y a autour. On a une forme de toiture que tout le monde reconnaît dans la région, qui est les toits très pentus. Et ça nous intéressait pour la salle, parce que de l'autre côté, si on regardait le programme de la salle, ils nous demandaient de faire des salles de judo avec 3 mètres de hauteur à l'intérieur, qui sont en fait où on souffre d'être coincé. On a envie de donner une respiration, et donc on l'a fait en utilisant le vocabulaire local des toitures, mais qu'on a accentué par son traitement. C'est du châtaignier qui est posé dessus. C'est une étanchéité en fait, le toit. Quand on l'a conçu, donc on voulait cette élévation de toiture, certes, mais on ne voulait pas non plus faire qu'une salle à 2 pentes. Donc l'intérêt, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette histoire de coupe. On a un bâtiment qui est bas, sur le tour du dojo et sur le tour du site, on a un bâtiment qui fait 3 mètres de haut, et l'esprit cathédrale ou toiture ne démarre qu'après au niveau du terrain, au niveau de l'aire de combat. Et tout l'intérêt et la difficulté de ce projet, ça a été de créer cette coupe où cette toiture, finalement cathédrale, ne repose sur rien, et de ne pas le montrer. Ce qui est désigné ici comme urbanité renvoie à différentes façons pour l'architecture de configurer ou de reconfigurer du lien social, par exemple à différentes stratégies de réparation de tissus urbains dégradés. On est dans la ZUP de Blois, zone urbaine prioritaire, qui a été dans la partie qui a été construite dès les années 60, avec les premières réalisations sur Blois. Et c'est ensuite une zone qui est rentrée dans le cadre des opérations de type en rue, donc sur le renouvellement urbain au début des années 2000. Et donc on est vraiment sur ces territoires-là qui ont été réappropriés, retransformés à partir du début des années 2000. L'accent a été mis sur la démolition de tout ce qui pouvait en apparence poser problème. À plein de titres, mais en termes sociaux, en termes culturels, en termes de quotidien pour les habitants dans ces quartiers-là. Donc des zones qui ont été identifiées comme problématiques. Là concrètement sur cette parcelle-là, on est sur effectivement une barre, ou un ensemble de barres en tout cas, qui formaient des impasses. Et la décision a été prise, enfin la décision d'émolition a été prise dans l'optique de rouvrir un peu ce tissu urbain-là et de recréer une trame viaire continue. On prend possession de ce terrain-là une fois le bâtiment démoli, et la question c'est comment on s'intègre sur ce terrain-là et comment on crée du lien avec le contexte urbain. Le modèle, l'archétype de la maison étant la solution de réparation face aux grands ensembles, par opposition aux grands ensembles qui sont devenus problématiques. On supprime complètement ou quasiment complètement cette notion de collectif, et on revient à, alors pas forcément que de la maison individuelle, mais un semblant d'individuel ou de l'individualisation de l'habitat. Voilà. Notre opération s'intégrant vraiment à la place de l'immeuble, et par le biais de cette organisation rigoureuse qu'on a conçue, par de la maison en bande hyper régulière, vraiment une trame très rigoureuse, on vient nous essayer de recréer une continuité entre tout ça. On reprend la place de l'immeuble, on redonne une façade à la rue. Vraiment, on avait vraiment physiquement l'image d'une suture qui avait été faite sur cette zone qui était devenue non définie, complètement non définie. En réutilisant des codes de la maison traditionnelle et de l'architecture vernaculaire locale, les façades blanches, les toitures en ardoise. Et donc on prend tout ça, et puis on le modifie, on en reprend un certain vocabulaire, mais qu'on réutilise différemment. Donc effectivement, on a les toitures à 2 pentes, mais qui sont associées avec des toitures terrasses. On a des volumes sur étage comme ça, associés avec des volumes terrasses à rez-de-chaussée. Et on vient jouer avec tout ça, et le réinterpréter, le réorganiser d'une manière différente. Comme les différentes formes d'urbanité,
L'architecture machine renvoie à un au-delà de l'architecture, à une qualité à laquelle l'architecture participe comme un élément essentiel. L'architecture machine, c'est une architecture qui devient elle-même machine par intégration de la complexité technique. Le point de départ, c'est l'organigramme rationalisant l'ensemble des flux de circulation, de production et de manutention. Dans les projets donc, type métro, autobus, BHNS et tramway, le cas de Tours, nous sommes plus ou moins spécialistes. Il faut être spécialiste. On commence comment ? On nous donne un programme assez technique. Et sur ce programme, la première des choses, c'est le plan de voie. Autrement dit, on a un plan de voie qui est donné par le constructeur, Siemens, Alstom pour Tours, et on étudie ce plan de voie et comment le tramway va faire le moins de chemin possible entre son injonction sur le réseau et l'interférence avec le bâtiment atelier. Le bâtiment atelier, c'est quand même le poumon, le cœur même du tramway, puisque c'est là qu'il est réparé, c'est là qu'il est remisé, c'est là qu'il est géré, c'est là que les chauffeurs viennent prendre possession de leur tramway. Donc on y trouve les installations fixes, on y trouve les chauffeurs, on y trouve les gestionnaires, on y trouve les mécaniciens. Tous ces secteurs doivent cohabiter ensemble. Le grand mot de ce bâtiment, c'est la fonctionnalité. Il faut que ça fonctionne. L'architecture vient après. Alors le geste architectural, ça c'est un grand mot, mais qu'est-ce que le geste architectural, à part habiller avec une fonctionnalité meilleure et un coût raisonnable tous ces bâtiments. Au démarrage du dossier, notamment de Tours, il y avait RCP qui s'occupait du design du tramway, une agence de Tours d'ailleurs, et on a travaillé ensemble au démarrage pour voir quel était le style qu'elle adoptait sur le tram, brillant, le plus brillant, puisque c'était à peu près le grand style, avec Buren, avec ses verticales, et nous sommes repartis un petit peu dans ce schéma, dans le schéma de la brillance, du galva brut, et de trouver des endroits très colorés, mais très particuliers, très ponctuels, comme l'intérieur du tram. Lorsqu'on en passe, il faut le voir. Il est évident qu'à Tours, le bâtiment se situe sur la rocade, très emprunté, qui va du nord de Tours jusqu'au centre. Et il souhaitait que le bâtiment soit vu. Et on a fait une étude de lumière intérieure, puisque maintenant on n'éclaire plus les bâtiments de l'extérieur pour les mettre en valeur, on les éclaire de l'intérieur pour qu'ils explosent. Les façades sont souvent très vitrées, de manière à ce qu'on puisse travailler à l'intérieur sans éclairage, sans apport d'éclairage. Ça fait partie de tous les calculs de la haute qualité environnementale. Et on a décidé d'éclairer ce bâtiment en jaune. Les formes cristallines se retrouvent dans les formes non standards, générées grâce au calcul algorithmique. Mais elles se lisent aussi dans les recherches sur les surfaces transparentes ou translucides, les effets de scintillement, l'usage intensif de certains matériaux, inox poly, polycarbonate qui transforme le bâtiment en un bloc lumineux. Un espace qui ne tenait pas, c'est l'espace de projection. Donc on a proposé de mettre l'espace de projection à l'extérieur, déjà puisqu'on trouvait ça assez logique, comme c'est un lieu de fabrication de films, c'est un lieu de tournage de films et de résidence d'artistes, il nous paraissait opportun en fait que toute la fabrication du film se fasse à l'intérieur du bâtiment et que ce qui est vu de l'extérieur donc, soit montré dans cette fameuse salle qui est une sorte de boîte noire, mais qui est proche de l'entrée et proche finalement des espaces accessibles au public. Donc tout de suite, on a eu l'idée de mettre une sorte de miroir, un bâtiment miroir qui reflète le bâtiment existant, qui soit comme une sorte de miroir du bâtiment lui-même et qui s'efface complètement dans le paysage. Assez rapidement, on a trouvé que l'inox était intéressant. Et on l'a perforé comme une sorte de bobine de film finalement, de façon assez aléatoire. Donc ça, c'est un clin d'œil à l'activité du site, qui se pose à la fois en totem le jour, donc il marque l'entrée vraiment du site, il marque aussi l'intervention qu'on a fait sur le bâtiment, et de nuit le système s'inverse, c'est-à-dire que tout ce qui est vide devient lumineux, et donc on a une inversion comme ça entre le vide et le plein. Et c'est vrai que à l'extérieur, plus on sort vers cette entrée, plus on se dirige vers cette entrée et vers cette boîte un peu lumineuse, plus on a des reflets, plus on est dans des volumes qui sont assez cristallins, où on a justement une perte finalement des repères. On ne sait plus où est le bâtiment existant et où est l'extension.
et on gomme finalement les frontières entre les deux. Une sorte de camouflage, de bâtiment un peu qui disparaît complètement dans le paysage environnant. On le voit finalement ce bâtiment que dans la nuit, parce que de jour, c'est l'effet miroir qui perdure, et là, il disparaît complètement. Sur beaucoup de nos projets, on essaye d'effacer complètement l'intervention, même si c'est une intervention architecturale qui peut être forte, très contemporaine, mais on essaye d'être assez discret et que l'intervention soit la plus légère possible, finalement, comme un trait de pinceau très fin sur un papier. C'est vraiment une intervention très très légère et ponctuelle. Tout à l'opposé, l'architecture monolithique renvoie l'image d'un bloc compact, massif et dense. Par leur caractère de bloc massif, non référentiel, les nouvelles réalisations architecturales monolithiques offrent une image libre qui leur confère la même force intemporelle que celle des archétypes vernaculaires. Pour le Grand Pressigny, il y avait 2 points de départ. Il y a le site et il y a le contenu. Pour le bâtiment même, il fallait combler à une certaine manière une sorte de trou béant entre la galerie Renaissance existante encore du château et le donjon. Et entre les deux, il y avait encore des restes d'une ruine. Et il fallait relier donc le château, la galerie Renaissance avec les caves. Il y a ce phénomène pressinien qui est ce silex qui atteignait une largeur de plus que 40 cm, donc qui était complètement unique dans le monde, et qui ont quand même eu la capacité de se promouvoir et négocier jusqu'en Autriche, en Luxembourg. Donc il s'est vraiment créé une sorte de petit réseau d'échanges et de marchandage avec ce silex. Il y a un moment donné, on a décidé que le bâtiment il soit plutôt minéral. Donc minéral, la base elle est béton avec une façade en pierre naturelle qui fait le lien vers l'existant. Et en effet, le béton nous permet, de la manière comme ils l'ont fait avec ce silex qui, en soi, c'est une masse amorphe au début et qui est traité ensuite, de le sculpter. Et on l'a fait d'une manière quand on tourne un petit peu le bâtiment, on sent que l'angle droit, il est très souvent brisé, donc il y a des éléments qui jaillissent, et voilà, il y a quand même une sorte de traitement de cette masse monolithique, tout en restant monolithique, qui fait une référence au silex. Il y a des très très grandes ouvertures où on voit le donjon, la galerie Renaissance, le parc en arrière. Et de l'extérieur, on retrouve plutôt une façade avec des fentes. Et cet élément fente, elle fait à nouveau rappel au silex qui est une lame. Le bâtiment même est plutôt une sorte de chatule presque pour quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, qui est cette lame de silex du Pressigny. Il y a une intégration. Il y a une intégration quand on se retrouve en arrière dans les jardins. Il y a une sorte de silhouette, un skyline du Pressigny qui est d'ailleurs assez connu. On le retrouve pas mal de fois dans les aquarelles. Et c'est une sorte de composition qui est très typique. Et il fallait vraiment trouver quelque chose qui finit quasiment et qui redessine cette silhouette qui était perdue après la Révolution. Le bois, comme la pierre ou l'argile, est une ressource locale qui a alimenté pendant des siècles les métiers de la construction. Face à l'épuisement des matières premières, le bois est l'un des principaux matériaux renouvelables. La nécessaire revalorisation de la filière implique la mise en place de circuits courts de production et le développement de nouvelles approches architecturales. La filière n'est pas, en France, assez structurée. Elle n'est concurrencée que pour les produits à forte valeur ajoutée en termes de manœuvre. Après, évidemment, nous, architectes, on a un rôle important. Parce que plus on fait de la mêlée-collée ou des choses de genre, plus on est obligé d'utiliser des bois du Nord, peut-être assemblés en France, mais ça peut être aussi dans la communauté européenne, dans l'Union européenne. Donc, mais lorsqu'on fait du mur à ossature bois ou une ossature en feuillu, on peut très bien avoir des bois locaux. Tout comme le bardage. Le bardage aussi, évidemment, si on prend un red cedar,
Ce n'est pas en France. Si on prend un Douglas, on peut être totalement dans une filière française, mais qui ne sera pas régionale. Parce que le Douglas, il n'y a pas de Douglas en région centre. Là, le bois, en meubles, en pâte à papier, ou en livres, ou en ossature de bâtiment, il conserve le CO2. Ça, c'est presque l'argument numéro 1. L'argument numéro 2, c'est qu'il y a de la fabrication, il y a une technique, il y a un savoir-faire, et il y a des entreprises locales qui le maîtrisent. Donc ça, c'est un deuxième argument. Donc on a tout intérêt, nous, architectes, à développer ça. Je me suis dit que le sol pouvait être simplement découpé, à côté de l'emplacement du bâtiment qui est à côté de la tilleul, pouvait être simplement découpé et soulevé et soutenu par des arbres qui ne sont plus arbres, qui sont des poteaux. Puis finalement, c'est l'enveloppe qui est devenue porteuse, associée à des blocs intérieurs qui font l'inertie, qui font le contournement, qui eux sont en béton. Le toit, finalement, est un morceau du paysage transformé. Certes, ça reste un aménagement conçu par l'homme, mais il y a cette recherche de l'équilibre, de neutralité, ou en tout cas de restitution de quelque chose qui puisse permettre finalement à une forme de nature qui n'est plus une nature, mais qui est une forme de restitution de quelque chose, d'équilibre, d'échange, de recherche d'une fabrication d'un possible de biodiversité. Mes projets, effectivement, parlent d'une entropie la plus petite possible. Parfois, je me dis que même si les bâtiments devaient s'arrêter là, ça serait une excellente base pour que, à ce moment-là, une espèce de nature reprenne pied dessus complètement et s'installe. Le terme de réhabilitation désigne une stratégie de préservation d'un édifice existant en proposant sa transformation, plus ou moins radicale, pour pouvoir le projeter dans une nouvelle actualité. Cette stratégie caractérise un courant de plus en plus influent de l'architecture contemporaine. Elle peut être définie en effet comme un acte de création architecturale à part entière. Et c'est cette confrontation de cette situation d'objets contemporains avec des projets, des artefacts anciens dans lesquels nous devons nous débattre. C'est que pour accepter la transformation des choses, c'est pas la table rase. Il faut conserver des témoins, il faut assurer ces passages de témoins. Et Chartres, quelle est la question qui nous était posée? Prendre une poste, qui était une œuvre très curieuse de l'architecte Raoul Brandon, projetée des avant-guerres et construite à peu près entre 27 et 28. Donc c'est un bâtiment déjà qui mélange de l'architecture Art Nouveau, on le voit dans les parties hautes, dans ses encorbellements, et des parties Art déco, presque Wiener Werkstätte, c'est-à-dire les ateliers viennois, sur la partie arrière, avec ces choses un peu wagnériennes, un peu hoffmanniennes, de ces types de fenêtres un peu lourdes et tout. Donc, on avait ce matériau composite, et il fallait non pas rajouter une troisième couche composite, mais montrer quelles étaient les possibilités d'adaptation, d'évolution, parce qu'une poste et une médiathèque, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, ce qui est conservé est strictement vrai, ce qui est rajouté est strictement nouveau. C'est ce bâtiment qui est extrêmement souple, qui est déjà un mécano industriel. Nous reprenons ce bâtiment, nous le conservons pour ce qu'il est. Ce que nous rajoutons est vraiment daté, identifiable, et dans une sorte de mécano montable et démontable. Il y a une espèce de dissection et de mise en relation de deux temps, de deux époques, qui se confortent, s'exhalent, se révèlent l'une l'autre, qui sont toutes les deux vraies, différemment vraies. On ne peut pas mélanger le nouveau et l'ancien, si vous voulez. C'est nier l'un et l'autre et croire qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a pas de présent. C'est le confusionnisme le plus général. Et moi, je préfère le terme de réparation,
Parce que dans réparation, il y a le terme de parure. On le montre, on le pare, on l'orne à nouveau, on le montre à nouveau. Le travail sur les limites et les adjonctions est tout à la fois plus et moins que de l'architecture. Il participe à toutes les échelles à une même stratégie de reconfiguration des espaces et des territoires en redéfinissant des circulations, des liaisons, des ouvertures, en marquant ou en créant de nouveaux passages, en établissant ou rétablissant des jonctions entre des éléments épars. Ce terrain nous a vraiment enchantés parce qu'il permettait d'avoir une grande vue sur le paysage du Grand Val de Tours, sur le paysage de la Loire finalement. Et il permettait de créer des vues et des espaces qui soient au-dessus du sol pour vraiment avoir toute cette lumière que vous voyez ici. Et ce que nous avons voulu faire par ce projet, c'était révéler justement toute cette capacité d'un terrain d'accueillir un nouveau bâtiment. La création de porte-à-faux au nord permettait d'y glisser les voitures en dessous. La création d'un porte-à-faux au sud permettait de faire une casquette pour limiter les apports solaires sur la salle de réunion. Et surtout ici d'exprimer le gabarit maximum que autorise le PLU pour orienter tout ça sur un canon à lumière. C'est tout à fait une question de graphisme en fait, puisque le bâtiment fait appel à des techniques constructives qui sont en phase avec son temps, en phase avec nos besoins, une ossature en bois qui est assez technique avec des très grands porte-à-faux, donc qui nous appelait à faire un habillage, un parement de façade qui soit relativement moderne et finalement abstrait, puisqu'on est un peu dans un volume en abstraction et qu'on a une déclivité déclivité chromatique qui aille des teintes un petit peu granitiques qu'on a sur le cimetière vers les teintes un peu plus claires, un peu plus brillantes des ardoises. Et en fait, on est strictement dans la gamme chromatique qu'on a autour de nous. Le sol est vert, c'est le jardin. Et plus on monte vers l'étage, plus ça devient gris comme les ardoises. Donc c'est vraiment une image de l'architecture ligérienne réinterprétée. On a un projet un peu à la japonaise parce qu'on est très contraint. Donc Victor parlait des limites constructibles. On est sur la bande des 15 mètres au maximum. On est très haut et effectivement c'est singulier. On a rappelé qu'effectivement c'était une architecture, ce plaisir d'être dans des anciens faubourgs, parce que maintenant on est plutôt dans le centre, enfin on est dans la ville on va dire. Mais justement ce choc de gabarit effectivement marque l'entrée du cimetière, marque notre activité en tant qu'architecte. Et du coup la limite pour nous c'est ce qui définit un espace, donc c'est évidemment un vrai sujet. C'est clair que la limite en soi c'est toujours un guide de conception. Parce qu'on habite ou on utilise un bâtiment par rapport aux limites qu'il génère, par rapport à la séquence en fait, de transgression des limites. Les séquences peuvent être assez classiques entre le public, le privé, l'intime, le collectif. Et ce qui est très intéressant en architecture, c'est pouvoir, par des circulations, par des vues, la vue étant une circulation non physique, de pouvoir voir où on va ou voir où on veut aller mais sans y aller tout de suite et créer des parcours, créer des surprises, c'est vraiment le moteur qui rend une architecture noble. La traversée de la limite, oui, c'est quelque chose de fondamental dans notre travail, oui. Parfois, l'architecture devient une texture-objet, un objet de design où la texture se substitue à l'architecture. En permettant de porter une attention particulière à la dimension tactile, à la polychromie, aux multiples manières de réfléchir la lumière, les textures jouent un rôle majeur dans le propos architectural. Le jeu varié des matériaux employés, leur séquençage spécifique, génère des sensations de mouvement, de rythme. C'est vrai que les boulodromes, c'est la pétanque, la boule provençale, et donc on a l'image de terrains qui sont sous les platanes, au soleil, dans le sud de la France, mais il se trouve qu'à Tours, il y avait, et il y a toujours évidemment, une très très grande fédé de pétanque donc en Indre-et-Loire, et notamment donc particulièrement à Tours, et qui a depuis de nombreuses années poussé les élus de Tours Plus pour avoir un bâtiment digne de ce nom qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Mais c'est vrai que tous les joueurs, ils passent leur temps à polir leur boule avec leurs petits chiffons pour que ce soit impeccable et tout. Et donc on avait cette image-là d'un matériau effectivement qui était lisse, rond évidemment par définition, et brillant. Et donc c'est pour ça que ce matériau, il s'est très très vite imposé dans la conception du projet, parce que c'était une image archétypique de la pétanque et de la boule utilisée par les boulistes. On n'avait rien à quoi s'accrocher. Et donc on a décidé très vite de faire un bâtiment autonome qui
par lui-même en fait crée sa propre identité et qui cherche pas à s'associer ou à s'intégrer dans un environnement qui n'existe pas. Donc c'est le bâtiment qui par lui-même devait finalement devenir un nouveau pôle de centralité dans cet environnement-là qui n'était pas caractérisé. C'était un matériau qui était pour nous relativement nouveau et surtout dans cette ampleur-là. Parce que là on a vraiment fait toutes les façades et toute la couverture du bâtiment est traitée avec ce même matériau. Et ça, c'était aussi toujours dans cet esprit, quand je disais que le bâtiment, il n'avait pas d'accroche et il fallait qu'il soit, qu'il ait sa propre image et qu'il dégage une image assez unitaire. L'emploi d'un seul et même matériau, c'était pour nous un des moyens de parvenir à ce but-là, de faire un bâtiment qui marque de son empreinte le lieu. Après, l'aspect arrondi, ça c'était important aussi parce que le jeu de pétanque, c'est un jeu de mouvement, ça roule, c'est un jeu d'une grande fluidité et on voulait que le bâtiment, par son aspect, par son matériau, évoque cette fluidité-là. C'est pour ça qu'on a cassé tous les angles. En fait, il n'y a pas un seul angle dans le bâtiment, dans le développé de ce ruban qui fait le tour du bâtiment. Donc on a travaillé avec des bardages cintrés, une charpente et un bardage cintré pour suivre cette rotation, ce qui fait qu'on a vraiment un ruban qui est continu et infini et qui se prolonge aussi sur la toiture. Et puis le matériau, donc c'est un aluminium un peu granité qui du coup accroche la lumière. Et ça c'est flagrant, on s'en rend compte quand on va sur place. Le bâtiment c'est le même matériau mais qui évidemment est exposé suivant les 4 façades et il prend la lumière de façon très différente, la lumière du matin, du soir, de l'après-midi, justement parce que le matériau il n'est pas simplement lisse, il est métallisé, il est réfléchissant mais il a aussi un aspect granuleux qui donne cette richesse-là dans la réflexion de la lumière. Réaliser notre projet et on a conservé quand même cette volonté d'avoir un socle lié au passage de la rivière, au jardin, à tout ce qui allait se passer autour, de créer les boîtes des fonctions. Donc les boîtes en bois, ce ne sont au départ que les fonctions. Vous avez la fonction de la box, vous avez la fonction grande salle, vous avez la fonction du dojo, vous avez la fonction de la salle de musculation. Et donc réalisé en bois, le socle en béton. Et derrière ça, tout le reste, on a essayé de le faire dans un produit translucide ou transparent. Donc on utilise assez souvent, quand on peut se le permettre, du polycarbonate. Cette façade-là était face à un parc et face à une forêt, un grand bosquet. Donc on a volontairement travaillé le polycarbonate sur l'allégorie ou le miroir, et ce qui a donné cette façade avec cette image numérique sur le polycarbonate. Nous, dans la mesure du possible, on aime bien jouer sur la texture du béton, mais en essayant toujours de conserver ce qu'est le béton. Je veux dire, on n'avait pas les moyens et on n'avait pas envie de travailler sur un béton préfabriqué, texturé, parce que ça lui aurait donné trop d'importance par rapport à l'élément qu'on voulait mettre en avant, qui était le bois. Donc le béton reste brut, propre, calpiné, mais sans plus. Ensuite, sur les boîtes, on a essayé de travailler sur un bois qui pouvait vibrer. On ne voulait pas de panneau, parce que le panneau bois, pour l'avoir essayé, le bois est un matériau qui vit et ça peut se déformer, ça peut bouger dans le temps, donc on a préféré travailler sur du tassotage. Même si le tassotage bouge, ça reste quand même beaucoup plus facile et ça reste plus élégant dans la totalité de la façade, puisque on peut l'absorber dans la manière dont on l'a calpiné. On a travaillé aussi sur un bois qui devait griser impérativement. On voulait qu'il grise et on voulait qu'il grise unilatéralement sur les 4 faces, parce que pour l'avoir déjà testé, certains bois grisent de toute manière à la lumière et ne grisent pas à l'ombre, donc ça fait des différences de matériaux, ça devient très très laid. Alors que là, on a pris un mélèze de Sibérie, c'est un mélèze de Sibérie qui, non traité, et on s'en est aperçu après coup, puisqu'on y est retourné 3 ans après, a grisé sur les 4 faces. Donc le bâtiment est homogène, il est unitaire, et c'est ce qu'on souhaitait.